Je vais vous parler de deux aspects de ma recherche qui concernent les transitions dans la dynamique des fluides. Et donc je suis à un laboratoire, PMMH, qui est juste à côté, qui est affilié à toutes ces organisations. Alors, il y a les mots laminaire et turbulent qui décrivent les écoulements. Et puis, laminaire, on pourrait dire que ça s'assimile dans le langage courant à lisse et turbulent à bouillonnant, disons. Et on voit dans ces photos, on voit des parties qui sont lisses et des parties qui sont laminaires et turbulents. Vous voyez que l'écoulement est lisse jusqu'à ce qu'il rebondisse là-bas et il fait un tas de petites vagues. Et vous voyez la même chose pour la petite rivière. Et en bas, vous voyez des photos d'expériences de laboratoire. L'écoulement, dans les deux cas, va de gauche à droite et il rencontre un objet. À gauche, il rencontre une sphère et à droite, il rencontre un cube ou bien un cylindre de section carrée. Et vous voyez à droite de l'objet plein de petits vortex, du mouvement un peu mouvementé, n'est-ce pas? Vous voyez tout ça. Okay. Donc, vous pourriez vous dire que c'est quelque chose qu'on voit tous les jours et ça a été étudié, on peut dire en premier, peut-être d'autres personnes, mais on a l'habitude de dire dans ce genre de séminaire que c'était Leonardo de Vinci qui a démarré ça. Et on montre toujours le portrait à gauche où il est vieux, n'est-ce pas? Mais en cherchant sur le web un portrait de Léonard de Vinci, j'ai trouvé ce portrait à droite. Je ne vois pas pourquoi on le montre toujours vieux. Il a dû être jeune aussi, comme nous tous. Alors vous voyez là les deux photos. Pas photos, les deux dessins. Et ça, c'est ces dessins qu'il a fait en bas. En bas, il y a d'abord un fluide qui se verse et puis qui bouillonne, comme vous voyez. Et à gauche, vous voyez quelque chose qui est plus comme ce qu'on vient de montrer, c'est-à-dire le fluide, il rencontre un objet et après avoir rencontré l'objet, il bouillonne. Donc vous voyez ça, à droite, il rencontre des petits carrés et ensuite il a des genres de tresses. Donc vous pourriez vous dire, c'est normal peut-être que le fluide se révolte un peu une fois qu'il rencontre quelque chose. Ici, il était en train de rencontrer le sol ou une sphère ou un cube ou quelque chose. Il rencontre quelque chose et puis il rebondit. Mais il n'y a pas que ça. Le début moderne de la recherche dans la turbulence et dans la mécanique des fluides en général, c'est par Reynolds, un Anglais, de Manchester. Ça, c'est des images tirées de son article célèbre de 1883. On pense toujours qu'à gauche, c'est Reynolds, mais non, c'est pas Reynolds, c'est Reynolds qui a dessiné ça. Donc ça, c'est son assistant. Ça, c'est l'assistant de Reynolds qui est en train de manier l'appareil, et Reynolds, il est en bas. Et quels sont les dessins? Là, vous voyez qu'il y a un tuyau, et il y a de l'encre qui est au milieu, qui a été introduit au milieu du tuyau, et c'est un tuyau en verre, donc on peut voir à travers. Et l'image d'en haut, vous voyez que l'encre qui a été introduite au milieu, il reste bien sagement au milieu du tuyau. Vous voyez, il reste au milieu. Celui en bas, tout en bas, il reste pour une petite partie de son trajet au milieu et ensuite il fait des petites boucles, vous voyez ça? Et celui du milieu, c'était toujours dans le mauvais ordre, mais c'est ancré dans l'histoire de les avoir comme ça. Après, l'image au milieu, ça montre que l'encre traverse un petit peu le tuyau et ensuite il est partout dans le tuyau, dans toute la section du tuyau. Et ces changements-là ne sont pas parce que l'encre ou le fluide ou l'eau a rencontré un objet, un obstacle, mais simplement c'est une vitesse différente. Celle d'en haut, c'est une vitesse plus petite, celle d'en bas, une vitesse moyenne, et celle au milieu, une vitesse rapide. Donc le fluide, il a rencontré rien pour se rendre mouvementé comme ça. Et c'est ça la transition vers la turbulence.
Et voilà que 130 ans, 140 ans, 130 ans plus tard, c'est pas vraiment encore compris pourquoi et quand un fluide devient turbulent comme ça. Alors on sait quand même certaines choses. Ça va dépendre de ce qui s'appelle le nombre de Reynolds. Ce même Reynolds, il a donné son nom à le paramètre le plus important en dynamique des fluides, et c'est la vitesse du fluide fois le diamètre divisé par la viscosité. Et le profil laminaire, il est montré schématiquement à gauche et puis turbulent à droite. Et vous devez remarquer non seulement que l'un a des flèches droites et l'autre a des flèches un peu courbées, mais aussi que le profil à gauche, il est bien courbé, il est bien un parabole, tandis que le profil à droite, c'est censé représenter l'écoulement moyen, et vous voyez qu'il est plat au milieu. Il est un peu comme... oui, il est plat en descendant, il a un profil différent. En bas, je vous montre aussi le fait que la transition vers la turbulence, ça ne dépend pas de rencontrer un objet, mais simplement d'augmenter la vitesse petit à petit. On met le robinet à une basse vitesse et il coule comme ça. Et après ça, une vitesse moyenne. Ça se voit pas très bien. On voit quand même un petit peu. À droite, il est tout... il a plein de rides. Il n'est pas régulier. Et ça a des conséquences. On m'a dit que... OK. J'aime bien ce sujet. Toute ma vie, j'ai travaillé sur des choses sans application. Et pour une fois, je me suis enfin mise dans quelque chose qui a une application. Donc, malgré le fait qu'on m'a permis de parler de choses sans application, et je promets de le faire dans quelques minutes, quand même, ces choses ont des applications, et je vous le dis. Donc, ici, vous revoyez ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'écoulement moyen turbulent, il a une forme, un profil très différent de celui qui est laminaire. Ça, c'est la moyenne, l'écoulement moyen dans le temps, laminaire en haut. Et ce que vous voyez à droite, c'est exactement le genre de choses qu'on sait sur la turbulence. Vous voyez des choses très régulières, vous voyez une ligne en bas qui dit laminaire, et puis des points qui disent turbulent. Et qu'est-ce que c'est ? Pour envoyer une quantité de fluide par un tuyau, que ce soit de l'eau ou de l'huile, du pétrole ou autre chose, il faut de l'énergie, il faut une force, et on mesure ça par la différence de pression. On met une haute pression ici, une basse pression, et le fluide, il bouge. Alors, c'est ça qui mesure combien on dépense pour bouger une certaine quantité de fluide. Donc, on voit de ça que, de la courbe à droite, que si, pour la même différence de pression, imaginez qu'on soit à 15 là-bas, et vous voyez que si on mettait une différence de pression de 15 et on allait à droite pour rencontrer la ligne laminaire, si elle continuait là, vous voyez qu'on aurait un très grand flux. On enverrait beaucoup de fluide. Mais quand on est turbulent, le fluide, il se bat contre la pression. Là, il est en train de faire ça au lieu d'aller tout sagement. Et avec cette différence de pression de 15, on a un flux faible de 0,6 ou autre. Donc, on voit que ça a des implications. La turbulence ou le laminaire, ça a des conséquences très importantes technologiques pour des choses qu'on connaît très bien. C'est épatant qu'on sache en quoi consistent les atomes et même les particules dans les atomes, qu'on peut aller à la Lune, qu'on sait ce qui s'est passé au début de l'univers et on fait des lasers et des iPhones et plein de choses. Et pourtant, on ne sait pas vraiment ce que fait le fluide dans un tuyau. C'est-à-dire, ça, c'est des mesures. C'est des mesures. Donc, tous les ingénieurs apprennent très bien des courbes comme ça. Ils savent comment calculer quelle est la différence de pression nécessaire pour un flux donné. Il y a plein de courbes partout, mais on ne peut pas déduire ces courbes à partir d'équations et idées fondamentales. C'est des courbes phénoménologiques. Là, maintenant, dans le 21e siècle, on comprend les atomes mieux qu'on comprend l'eau. C'est quand même bizarre, mais c'est vrai. Et d'autres conséquences, vous voyez, ça, le fluide turbulent, il contribue à une traînée beaucoup plus grande. Donc, on souhaite avoir des formes des autos qui ne favorisent pas la turbulence, parce que ceux-là
ils dépenseront moins d'essence pour aller à la même vitesse, ou bien ils iront plus rapidement pour une même dépense d'essence. Et on voit ici les conséquences pour les ailes d'avion. On voit que la traînée est plus grande quand c'est turbulent, et on cherche des formes qui favorisent qui défavorise le déclenchement de la turbulence. Et je répète, on fait ça de façon phénoménologique. On fait une forme, il y a des principes qui sont connus, mais c'est des principes qui guident. Il y a pas, tout ça, c'est fait avec des simulations numériques et des expériences. Alors, moi, le travail que j'ai fait a malheureusement, et comme d'habitude, pas de conséquences technologiques du tout. Je vais vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé. Et ça, c'est ce qui s'appelle l'écoulement de Couette. C'est l'écoulement entre vous. Imaginez que devant l'écran, vous avez une plaque en verre qui va vers la droite. Et derrière l'écran, vous avez une plaque, ça ne fait rien si elle est de verre ou non, parce que vous n'avez pas besoin de voir à travers, elle est derrière. Et elle va vers la gauche. Et vous avez un fluide, et ils sont infinis, il y a une couche de fluide infinie entre les deux. Okay ? Donc c'est très simple. C'est ça, c'est tout. Je veux dire, vraiment, c'est ça, c'est deux plaques qui font ça. Le fluide tout près de la plaque qui va à droite. Le fluide tout près de la plaque à gauche va vers la gauche. Et au milieu, on a une vitesse de plus en plus petite jusqu'à arriver au milieu où on a une vitesse de 0. Ça, c'est si c'était laminaire. Mais quand c'est turbulent, on a déjà vu ça, ça va dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a ces deux plaques et il y a du fluide qui est ici, qui bouge vers la droite, qui se promène au milieu et il amène sa vitesse vers la droite au milieu. Et le fluide près de la plaque derrière, qui va vers la gauche, amène sa vitesse au milieu aussi. Donc, on devrait voir au milieu du fluide qui bouge à droite et qui bouge à gauche, car c'est le fluide qui est venu de là, qui a amené sa vitesse avec elle. Et c'est ça que vous voyez dans cette image. Le rouge, ça c'est au milieu entre les deux plaques, où ça devrait être tout vert si c'était laminaire. Le fluide ne bougerait pas au milieu. Mais ce qu'on voit, c'est du rouge, c'est-à-dire du fluide qui va vers la droite, et du bleu, du fluide qui va vers la gauche. Et ça, c'est le mélange dû à la turbulence. Alors maintenant, je vais faire aller le film, je pense, j'espère. Ah non, attendez, il ne marche pas, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, le voilà. OK. Donc, vous voyez ce film. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Le rouge, c'est du fluide qui est venu de là. Et ça, c'est un nombre de Reynolds, le nombre dont je vous ai parlé, une certaine vitesse qui est grande. Maintenant, on va diminuer la vitesse. Et ces petits serpents, rouges et bleus, vous voyez un peu aussi qu'ils vont un peu plus lentement, mais vous voyez aussi qu'ils laissent des parties pas peuplées là-bas, c'est tout vert. Il n'y a plus de serpents rouges et bleus. Et vous voyez aussi que le rouge et le bleu, ils s'arrangent dans une raie. Vous voyez qu'ils s'alignent. C'est une raie qui est à peu près, je peux vous dire, 24 degrés à la direction principale de l'écoulement. Et elle a une largeur je peux vous dire ça aussi, de 40 demi-épaisseur de la plaque. Et voilà, ça fait ça spontanément. Et vous voyez que si on comprenait vraiment la turbulence, on pourrait savoir pourquoi. Et on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi la turbulence s'accumule dans des raies comme ça. Et je vous répète, c'est de l'eau, ou de l'huile, ou de l'air, de fluide. C'est pas du fluide quantique, c'est pas du fluide. Et voilà, donc ça restera comme ça à jamais, à bouillonner selon des raies comme ça. Donc j'ai travaillé sur ça et je n'ai pas la réponse. J'ai plein de constatations, mais pas la réponse. Donc là, on arrive... et comment est-ce que j'ai travaillé sur ça ? Avec des méthodes numériques, j'ai parlé de simulation numérique. On peut dire, certains disent, et je comprends qu'on le dise, que la dynamique des fluides, ça ne serait pas vraiment de la physique. Mais qu'est-ce la physique ? Si la physique, c'est de trouver des nouvelles lois, alors... on peut dire que la dynamique des fluides, au moins celle que je viens de vous décrire, on n'a pas besoin de trouver des nouvelles lois. Tout est déjà dit par les équations de Navier-Stokes, qui sont en haut à droite, qui ont été trouvées par M. Navier, M. Stokes, au milieu du 19e siècle.
Ce qu'il y a de nouveau, c'est que maintenant, on peut les résoudre numériquement, parce que ceux-ci ne peuvent pas être résolus à la main, et on fait ça sur des gros ordinateurs avec des millions. Ce qu'on fait, c'est on crée un maillage, voilà, et on résout les équations sur chaque point du maillage. Et on a beaucoup de chance, ici en France, on a quelque chose, l'IDRIS, l'Institut de développement des ressources en informatique scientifique, des gros ordinateurs très à la pointe, on dit, oui, et on n'a qu'à demander des heures et ils sont évalués par des experts, et si on a de la chance, on a des heures de calcul et on peut voir ce que fait l'écoulement, et ces simulations numériques donnent vraiment exactement ce que donnerait une expérience. Ce n'est pas différent, on n'a pas besoin, pour ces nombres de Reynolds et ces formes lisses et tout ça, c'est pareil. Et c'est pas mieux compris en numérique que ce ne l'est en expérience. C'est pas parce qu'on peut le reproduire par un ordinateur qu'on le comprend. On peut le récréer et on constate que ces équations de Navier-Stokes marchent très bien pour décrire ça. Ils font la turbulence, mais ce n'est pas compris pour autant. Alors, j'ai presque fini. Un autre sujet sur lequel j'ai travaillé, c'est la convection thermique. Ça, c'est l'écoulement qui est produit en chauffant en bas et refroidissant en haut. Et tout le monde sait, tout le monde sait que la chaleur monte. On sait ça dans une pièce, on met le radiateur. On sait qu'il fait plus chaud en bas. Plus chaud en haut, plus froid en bas. Et aussi, quelquefois, on voit l'air qui monte au-dessus du radiateur. Mais, bien sûr, le fluide, l'air chaud ne peut pas monter au même endroit que l'air froid descend, parce qu'il n'y a pas de place. Donc, il bouge et il monte à un endroit et il descend à un autre. Et ceci forme un motif qui décrit où il monte et où il descend. Là, ça, c'est une photo expérimentale. C'est pareil, c'est au mi-plan, mais là, vous devez voir ça comme... ça, c'est des genres de boîtes de camembert ou bien de transparents, où on fait les bactéries, voilà, exactement, des boîtes de pétri, et on a chauffé et refroidi, et vous voyez les motifs, vous voyez le fluide chaud en noir et le fluide froid en blanc, ou peut-être que c'est le contraire, et vous voyez des motifs différents, et il les a appelés par des noms intéressants, comme Mercedes, baseball, dipôle, des choses mignons comme ça, mais... ce qui est intéressant ici, c'est que tous ces motifs sont produits avec le même jeu de paramètres. C'est simplement un historique qui est différent. Alors, nous, on a essayé de faire ça numériquement et on a réussi, c'est-à-dire en changeant la différence de température. Là, ce que vous voyez le plus, c'est celui qui bouge, mais les autres ne bougent pas. C'est exotique aussi, même s'ils ne bougent pas, ils sont très différents et on les a reproduits tous. On a appelé pizza comme lui pour être amusant, et CO, c'est un autre motif qu'on a découvert nous. On a vu tout ça. Et voici aussi... Attends, on ne peut pas les montrer tous en même temps? Oui, voilà. Non, pardon. Voilà. Voici des films vus de la boîte de camembert d'en haut et aussi du côté. Et là, vous voyez... des ondes, ça c'est des ondes stationnaires, ça c'est des ondes propagatives. Vous voyez, les ondes stationnaires, elles font ça, tandis que les ondes propagatives, elles font ça. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait ici? Simplement, on a chauffé d'en bas, on a refroidi d'en haut, on n'a pas tourné l'appareil, pas du tout, on ne l'a pas secoué, on n'a rien fait de temporel, c'est simplement chaud et froid. Et le fluide réagit comme ça, il fait un motif. Le rouge, ça veut dire du fluide chaud qui monte, le vert, c'est du fluide froid qui descend. Il a décidé de faire comme ça. Alors la différence, donc c'est très joli et tout, mais la différence avec la turbulence que je vous ai décrite, c'est que ça, c'est compris. Il y a beau avoir plein de motifs et tout, mais on comprend pourquoi il y a la convection, on sait quand ça se produit, on a une théorie, et puis les motifs, même s'il y en a beaucoup, et qui ont lieu même pour les mêmes paramètres, ils sont bien décrits par une théorie mathématique qui s'appelle la théorie de bifurcation en présence de symétrie. Donc ça, c'est des problèmes résolus et c'était simplement des jolis exercices comparés à la transition vers la turbulence qui est un problème irrésolu. Voilà.